on va venir sur Ludus. Est-ce que tu connais Ludus? Eh ben non. Pas du tout. Non. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Suite Russe. à. Oh non. Non. Suite Ça à un fait le lien avec article de l'article Spectreops. Oui, effectivement. C'est sur le workshop Ludus Cartapus Baba au rhum. aussi. Aussi. Bref, revenons à nos moutons. C'est suite à cet article-là où j'ai découvert que Ludus existait. Et en gros, pour faire simple, ça va être une surcouche sur Proxmox qui va vous permettre de vraiment interagir et tout créer dessus. Donc ça va utiliser évidemment un Proxmox ou un autre type d'hyperviseur, mais c'est mieux si c'est Proxmox d'après la doc. Ça va utiliser Ansible et Packer, et en gros, en CLI, vous allez définir via un JSON ou un YAML, vérifier, je crois que c'est YAML, votre lab, et vous pochez directement votre config, et ça vous crée tout le lab. C'est génial pour créer des mini CyberRange, c'était un peu l'idée de base. Et dans la documentation, vous avez plusieurs types de labs déjà préconfigurés, dont un avec un ADCS, pour ceux qui veulent s'amuser à exposer du certificat dans un environnement Active Directory. Elastic Security pour ceux qui préfèrent faire tout ce qui est lab de malware ou de détection. D'ailleurs, dans le lab de malware, on a la backdoor XZ. Et ce qui est génial, c'est que le lab peut être totalement segmenté d'un point de vue réseau, ne pas avoir accès à Internet, etc. Et c'est vraiment le plus compliqué en fait quand on veut faire un lab propre, c'est de se dire est-ce que j'ai pas des VM qui vont aller overlap sur les file systems des autres, est-ce que je vais pas griller mon IP, est-ce que je vais pas monter un truc sur mon réseau et qu'il se propage dessus. Et là au moins c'est super bien fait, super simple. J'ai trouvé le truc vraiment cool. J'ai aussi découvert VulHub dans l'histoire. VulHub, Ah ouais, tu connaissais pas? je connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je connaissais VulHub, je connaissais des trucs Ah, c'est pas le même? différents. Ah, Non. oh, ah, bah j'ai pas. Voilà. Et Je fais c'est le malin. une Pas sorte du tout. de repos, GitHub, qui contient plein de dockers liés à des vulnes, par exemple 7CVE 2023 de Confluence, et ça va tout monter automatiquement. Donc là, avec notre simple config YAML, on va avoir ces deux environnements vulnérables qui vont être déployés en quelques minutes. Et je trouve ça génial en fait pour faire ces tests. C'est super ça. Ouais, c'est vraiment bien. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait automatiquement monter des VPN après pour se connecter sur les réseaux qui ont été gérés. Et d'un point de vue segmentation, je trouve ça trop cool. Ça va être bien nice ça, pour embêter des étudiants. Ouais, à POC, par contre, je pense que ça bouffe un peu de mémoire et de processeur, donc si tu veux POC ça en live, ça va être compliqué. Comment? Moi je fais vraiment juste de VulHub pour l'instant. Ah oui, moi je peux parler de Ludus de manière Ouais, non, générique. ça il faut pour une faire de machine A à Z. dédiée si tu veux un gros Proxmox, ouais. Ouais. Et ils Non, te non, disent avec qu'il faut Spitzy, absolument que tu installes Ludus puis Proxmox dessus. Enfin, normalement ça se fait automatiquement en requirement. Et plutôt que de mettre Ludus sur un Proxmox existant, parce qu'il va Ok. pas pouvoir gérer toutes les configs déjà faites, et qu'à tout moment en fait ça va péter, ça va faire des conflits. Il vaut mieux faire un truc propre à partir de zéro. On a fait un truc propre, mais c'est quand même un outil de sécu, c'est pas fait pour la vraie vie, c'est pas fait pour la prod. Suivez bien le manuel, hein, SVP. C'est à peu près ça. Par contre le manuel est vraiment bien fait. Vraiment bien fait, qui explique comment le mettre dans une CI/CD pour spawn à la volée des VM, toute la partie sécurité bien évidemment, parce qu'il faut quand même faire quelque chose d'à peu près propre, la partie réseau, et les rôles du coup qui sont des rôles Ansible, assez facilement du coup manipulables, et on peut ajouter les templates qu'on veut dessus. Et en termes de template, du coup cet article explique de A à Z les choix pour ces templates pour faire un lab SCCM. Donc encore un truc que l'on voit dans les environnements internes pour déployer des mises à jour sur tout le monde ou des logiciels chez tout le monde. Donc là il nous explique comment il utilise Ludus et la configuration qui est assez basique au final. C'est un simple YAML, on dit que le mot de passe ça va être un tel. C'est straightforward. Ça se suit bien. Voilà pour Ludus.
Ludus, Vulob et tous les environnements qui sont dedans. Hop. Attends, comment ça dans le chat, Ludus for CrowdStrike? Genre il y a un lab Ludus CrowdStrike? Ou il y a... Je l'ai pas vu. Je sais pas, Ludus 4 for Strike. Pour simuler votre blue screen en live. Imagine. Ah, j'ai pas vu ça, mais ça peut être marrant. Non, il dit juste un troll, a priori, il n'y a pas. Oh. Et vous savez que le stream aurait pu ne pas avoir lieu, parce que dimanche, je rentrais d'un voyage, et je passais à ça d'être bloqué dans les outages Windows à un jour près. Un jour près, on était dans l'avion en train de se dire peut-être qu'on n'atterrit pas. Chiant. Tu vas forcément atterrir à un moment si t'es dans l'avion. C'est très vrai. Plus ou moins vite. Avec plus ou moins de guidage. Enfin bon, je pense pas que ce soit géré comme ça, hein, mais... Next. Qu'est-ce que c'est? C'est un article qui date de 4 ans, sur lequel je suis retombé, qui est une masterclass sur comment utiliser Fuff. Et je me suis retrouvé il y a pas longtemps à réutiliser Fuff et à me poser des questions sur les différentes options. Et vraiment, cet article répond à tout. Tout. Oh la vache, oui, en effet, il a l'air vachement long. Oui, parce que Axei, ça fait une belle bible aussi dessus, mais là, ça a l'air... Zoom, histoire qu'on voit un peu ce que tu nous partages. Ah mais je peux zoomer, mais tu veux voir que le sommaire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc comment tu l'installes, comment tu l'utilises, comment tu fais des récursions, des extensions, comment tu vas gérer l'authentification, si c'est des cookies ou si tu sais au niveau des headers. Les headers c'est assez simple, -h, on met notre header, mais il va faire des cas un peu plus complexes. Il a pris toutes les options en fait, il a tout documenté, point barre. C'est une masterclass, et je crois que c'est aussi documenté sous format vidéo de 3 heures. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire, ça marche aussi. Vraiment, j'incite tout le monde à regarder. Il a fait le request mode, si tu fais un CTRL F espace-R. Ah oui. Celui où tu passes un fichier request en point texte. -R plutôt. -R espace. Ah ah. Même pas. Ah ah. C'est nul. Mais après, est-ce que ça existait quand il a sorti l'article? Ah, c'est même pas dire. Ouais. 4 ans, ça date, hein, ça a beaucoup évolué quand même. Alors attends, -R ça marche pas, mais -request il l'a trouvé. Ok. Bon bah, GG. Attends. Du coup, il y a... Ouais, je pense que tout ce qui est derrière, hein. Copy to file, ouais, c'était dedans. Et l'article est incroyable. Vraiment, je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose dessus. Je le recommande à 200%. Ensuite, on enchaîne sur une petite vidéo que je vais pas lancer en playback. C'est juste que pour illustrer les faits, c'est super. C'est des retours de Red Team par Melvin Langvik et Oddvar Mo de chez Trusted Sec, et qui vont expliquer, je crois que c'est 3 war stories où ça s'est pas très bien passé. Une fois parce qu'en gros ils ont cherché à ficher des gens et ils ont eu qu'un retour de la Blue Team qui leur a dit haha vous êtes nuls. Et voilà ce qu'ils ont mis dans les champs pour ficher les gens. Ça fait pas toujours plaisir de recevoir ça. Une fois où ils ont réussi à ficher des gens, une personne, ils ont eu un shell, et pour avoir l'accès initial, en fait, c'était un questionnaire sur comment vous sentez-vous dans le travail et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Sauf que le shell, il a disparu le lendemain, et ils n'ont plus jamais eu de shell après. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Suicide. Oh non, c'est pas aussi bas que ça. Il s'est fait virer, je sais pas. Non, en fait, la fille n'a jamais rallumé son PC, et donc quand ils sont allés dans le questionnaire, elle disait je trouve ça bizarre qu'on me pose la question maintenant parce que je viens de poser ma démission et que c'est la dernière fois que je suis sur ce PC. Ok, non mais je sais pas, t'as parlé de bien-être, c'est genre comment ça se passe au travail, genre. Chez toi. Mais du coup, effectivement, c'est quelque chose auquel on penserait tous les jours, mais votre accès initial, même si vous avez mis votre persistance, va persister aussi longtemps que l'employé. Et il peut ne plus être là. Par démission. Oui, par démission, ouais. Moi, j'aurais rien dit d'autre. Et la dernière War Story, c'est comment ils ont fait un phishing à base de QR code.
parce qu'on leur demandait de faire des QR codes, mais ils n'avaient pas le droit d'embed des images dans leurs emails. Petite contrainte du client. Ok. Et du coup, ils ont fait un Ils ont mis QR plein de code, hashtags. pas avec des hashtags, mais en envoyant avec la balise table en HTML, tu peux faire du coup un tableau. Et du coup, tu peux faire des pixels. Blanc, noir, jusqu'à avoir ton QR code. C'est fonctionnel. Ça Et fait un je crois petit coup qu'ils de ont release SKR, un outil là-dessus. Mais c'est quasiment de la ski art au final. Je sais pas si je peux. Un outil en vrai pour ça, c'est gros quand même. T'as plein d'outils qui te font image tout ASCII, genre ne serait-ce que LibKK et. Je sais pas. Oui, mais le problème c'est que ça s'envoie pas très bien dans les emails, ça. C'est Ça assez dépend de la déformé, fonte t'as que des tu espaces qui utilises. se mettent. Ça dépend de la fonte que tu utilises. Tu peux contrôler la fonte, tu peux aussi contrôler du coup du HTML. Make sense. Est-ce que quelqu'un veut échanger et ensuite je reprends sur la suite ou est-ce que je fais one shot jusqu'à la fin? Les deux me vont. Regardons sa dynamique. Allez, Yann, Ous. Wouch. Allez, je vous mets un petit partage d'écran. Voilà, moi j'en ai nos pas faces. It's ok. beaucoup. Quel écran vous voulez? Le 1? Celui où t'as les choses à présenter. Globalement. Yes, tu me dis quand c'est bon, je peux switch. Ça devrait être bon, ouais. Vas-y. All good. Petit zoom. Allez, petit zoom. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un article qui s'appelle Manual Work is a Bug. Donc le travail manuel est un dysfonctionnement. Et donc, c'est un article qui parle d'automatisation et de tout automatiser. Monsieur Thomas Limoncelli nous parle de deux amis à lui qui sont tous les deux administrateurs système dans des entreprises et qui ont tous deux, comme tout administrateur système, des tâches répétitives à accomplir. Les deux sont très bons dans ce qu'ils font et sont de bons administrateurs système d'après lui. Mais ils ont une approche de leur métier qui est très différente. Il y en a, les deux trouvent qu'ils ont toujours trop de tâches à accomplir, qu'ils sont toujours en retard, voilà, qu'ils ont plein de choses à faire. Et en fait, ils parlent un petit peu de la différence de l'approche de ce travail manuel entre les deux. L'un va avoir tendance à automatiser ses tâches et il va expliquer un peu comment il arrive à accomplir cette automatisation sur des tâches répétitives et même sur des choses qui à première vue pourraient paraître pas du tout automatisables et qui finissent quand même par l'être. Alors je vois que j'ai des petits soucis de type trou à cause de mon fond vert. Ouais, t'inquiète, ça fait un moment. Ouais, bon. Et donc la première chose, c'est que celui qui n'automatise pas ou qui ne finit pas par automatiser ses tâches, il l'explique tout simplement parce qu'il est trop occupé, il a toujours trop de choses à faire, il a un utilisateur qui a besoin tout de suite qu'on lui accepte sa demande de licence ou qu'on lui valide cette assignation à un groupe de l'AD par exemple. Un groupe, un truc temporaire. Ouais. Voilà. Et après ça, il a encore une centaine de choses à faire et en fait, c'est de la faute du management si personne ne lui alloue du temps pour qu'il automatise ses tâches. Et donc la deuxième personne souffre des mêmes problèmes, mais à une approche un petit peu différente. C'est-à-dire que cette personne, plutôt que de répondre au ticket, elle va prendre le temps de répondre à ce ticket dans une page de documentation, puis envoyer la page de documentation à la personne. Et en fait, la première approche qui va faire que vous automatisez votre travail, si c'est à destination d'utilisateurs finaux, en fait, c'est que vous allez commencer à écrire de la documentation sur comment réaliser tel ou tel processus, qui soit à destination de quelqu'un de très tech avec des commandes à copier-coller ou même des choses à faire en clic-clic pour modifier son pseudo Discord. Et donc dès qu'on commence à écrire ces guides, en fait, ces guides c'est un peu des recettes, c'est des marches à suivre. Et les recettes et les marches à suivre
pour des gens qui sont un peu plus tech, on appelle ça des algorithmes, tout simplement. Ah, ça formalise vraiment le qu'est-ce qui peut être automatisé, quoi. Exactement. Et en fait, tout ça, tu vas faire des checklists de choses à faire ou à ne pas faire. Tu vas pouvoir mettre des petites bullet lists un peu plus en retrait si par exemple tu as deux cas, le cas où tu es un manager et le cas où tu es plutôt un opérationnel, qui vont modifier telle ou telle suite d'actions. Et en fait, c'est comme ça que tu vas te retrouver à automatiser pas mal de choses. Et en fait, proposer cette documentation à des gens, ça va aussi permettre à, je sais pas moi, Marie la dev de proposer de modifier une ligne de code parce que pour elle, en fait, à cause de son environnement local, c'était différent, donc il faudrait plutôt modifier cette ligne de code là. Ou alors Jérôme de la compta qui lui est pas du tout familier avec le code, il aurait peut-être préféré que ça soit fait avec un truc qui télécharge chez lui, il fait clic et ça fonctionne. Dans la doc, téléchargez ce point .exe et double-cliquez, il saura régler tous vos problèmes. Exactement. Oui. Mais en fait, avoir proposé cette documentation plutôt que de répondre quelque chose que tu vas répondre peut-être 100 fois par jour, ça permet d'avoir aussi de la participation des autres gens et donc de faire en sorte que les gens travaillent aussi un peu pour toi. Donc ça c'est la première phase, c'est la documentation. La deuxième, c'est de commencer à créer des équivalents d'automatisation, même s'il y a des steps qu'on peut pas automatiser parce que par exemple il faut l'approbation de la personne qui est responsable de ce service. Tu peux commencer à faire les étapes avant, les étapes après, et après réfléchir comment automatiser cette étape. Et alors ça peut être de plein d'ordres, hein. Ça peut être d'ordre de la volonté d'une personne, ça peut être de la politique, ça peut être voilà. Et après en fait il explique que quand on avance vers ça, au final on se retrouve avec une automatisation qui est telle qu'il ne reste plus qu'un clic à la fin à faire, c'est celui où tu lances le point .exe. Et en fait la seule chose qui va rendre ce système automatique en un système autonome, c'est ta volonté de le rendre autonome. Est-ce que ce système que tu as automatisé, tu as envie qu'il soit... est-ce qu'il te fait gagner du temps parce que tu l'utilises 100 fois par jour, ou est-ce que tu l'utilises une fois par mois et il te fait quand même gagner 15 minutes de ton temps une fois par mois? Si tu le fais 100 fois par jour, tu peux avoir un vrai intérêt à le rendre autonome, c'est-à-dire avoir un truc qui est systématique, qui va enlever dynamiquement les personnes d'un groupe et les remettre quand elles vont aller sur leur interface de self-service, dire je veux être mis dans ce groupe. Par exemple, ce système autonome va retirer une personne d'un groupe pour avoir une place en plus dans ce groupe. Et donc là, on se retrouve avec un système autonome où on a du self-service. Et en fait, tout ça, ça part de commencer à écrire de la documentation, faire des petites checklists pour faire gagner du temps. Mais ça ça va beaucoup plus loin. En fait, avoir cette recette de cuisine, ça a un intérêt pour le gain en temps. Mais aussi avoir ces checklists, ça a un intérêt pour le gain en consistance. C'est-à-dire que quand tu as une checklist, même pour un truc que tu fais 10 fois par jour, tu peux pas rater une étape si tu checkes toutes tes petites étapes à chaque fois. Et donc l'erreur étant humaine, tu vas pas pouvoir... tu vas avoir moins tendance à la reproduire celle-ci. Et alors, quand on va passer de la petite recette sur un Google Keep à un script automatisé, l'erreur n'est plus humaine, ou alors elle a été faite dans le script. Et donc le risque d'erreur, en fait, il est amoindri. Alors, j'ai envie de rajouter une petite anecdote et un contre-Kems. Mais les deux sont différents. T'as dit, une checklist permet d'être rigoureux et d'éviter les oublis, les problèmes. Tu sais pas à quel point t'as raison. En vrai, ça s'applique à plein de milieux, mais un qui, moi, m'a touché assez proche.
c'est que je vole en parapente deltaplane sur mon temps libre de temps en temps. Et pour ce genre de sport extrême, on pourrait dire qu'on se met en danger de plein de manières. Sauf qu'un accident mortel sur 2, attention, on te voit, enfin, on nous se voit. Bouge pas, je rechange. Non, c'est bon, c'est bon. Un accident mortel sur 2 est lié à un pur oubli d'accrochage. Genre tu vas pour voler, tu fais quelque chose, là, on te parle, tu vas, t'as enlevé un lacet, tu repars et c'est terminé, dead. Ou gros problème, même si pas dead. Et du coup, il y a plein de gens qui ont vraiment une petite checklist quand ils vont voler, soit qu'ils tombent du casque accroché sur un côté, soit à l'avant de l'aile comme ça, ils disent vas-y je vais voler, tchac, bon, ok. Enfin t'as vraiment plein de systèmes, mais un must-have parce que voilà, un mort sur 2 dans ce milieu qui pourrait avoir des morts de vachement d'autres manières que des oublis d'accrochage. Par exemple, de vieillesse, 45 ans plus tard. Maybe. Ça peut. Donc il y a ça, et sinon il y a clairement le côté automatisé pour éviter d'avoir des problèmes, mais des fois on se craque sur l'automatisation. Dernier exemple en tête marquant dans la mienne en tout cas, il y a peut-être 8 mois de ça, je voulais faire un pawn, petit coup de challenge CTF, et tu débrouilles pour générer un web shell, pas du tout, un reverse shell, en tout cas une payload, mais tu as un système qui est complexe où tu dois chiffrer, déchiffrer, et du coup tu te débrouilles pour extraire des bytes d'un obj dump. Et du coup, t'extrais quoi? T'extrais des espaces décimales, enfin, espace hexa, espace, jusqu'au moment où t'as une instruction qui répond à ça. Je sais plus, en fait, il y avait un 0x33? Je sais plus. Il y avait un 1 de 33, mais en fait, t'as le 33 qui allait s'injecter dans les bytes de mon shellcode, et du coup, j'avais tout le temps un sig-heal, alors que de base, j'essayais d'extraire un vrai bout de code utile. Pas juste un artefact de objdump qui me parle. Bref. Je me suis auto-injecté du contenu dans mon script. Là, on pourrait dire que c'est l'automatisation qui a été mal faite, puisqu'elle ne suit pas quelque chose que tu vas faire de manière répétitive, je l'avais déjà fait ayant prouvé, en ayant forgé. Non, je l'ai fait 8 ou 9 fois la manip avant de me dire vas-y, je vais finir par me rater, je vais l'automatiser. Dommage. Je revois ton écran ? Ouais, vas-y. C'était vraiment juste un raté. Je voulais juste mettre vos têtes sur mon écran de gauche. C'est plus sympa quand on papote avec les petits. Et alors, il explique aussi d'autres choses. En fait, la difficulté à mettre en place cette automatisation, c'est la discipline. C'est le plus difficile. Hein. C'est aujourd'hui, t'es un peu fatigué, ou alors t'es en plein milieu d'une réunion, ou alors lundi matin. T'as autre chose à faire, voilà, donc tu te dis c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Non, il faut le faire tout le temps, à chaque fois, parce que sinon en fait la prochaine fois ça n'existe pas et tu ne le feras jamais la prochaine fois. On va peut-être attendre que ça se représente 2 fois, 3 fois avant de l'automatiser. Non, c'est sur une tâche qui doit être automatisée ou dont l'automatisation nécessite une modification. Il faut le faire même si t'es pendant une réunion, soit le ticket il attendra à la fin de la réunion, soit il faut que tu ailles modifier la documentation et que tu gères le ticket de la même manière que tous les autres. Et pas que tu dises vas-y juste fais ça. Non, faut prendre le temps de bien modifier les choses pour avoir ce processus d'automatisation qui va s'améliorer de manière continue et évoluer pour peut-être finir en système autonome. Peut-être. En fait, peut-être parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'avoir un système autonome avec un self-service et tout ça. Et puis parfois c'est même carrément overkill. C'est le côté mignon, c'est non mais un jour mon petit prod sera grand et écrira tout de même ses propres incidents de prod. Fier. Et après il revient pour dire c'est pas toujours le cas en fait que ça fasse gagner du temps. Des fois ça fait même perdre du temps. On peut avoir une tâche qui en clic prend 15 secondes et qui en prend 30 une fois qu'elle est automatisée. Et c'est ce qui est là tu vas pouvoir commencer à te justifier en disant ça me donne la possibilité la certitude que ce qui est fait bien. Parce qu'en 15 secondes,
un misclick ça peut arriver, ou un typo ça peut arriver, et en fait tu t'en rends compte 2 heures plus tard et t'as fait perdre 2 heures de travail à un dev qui pensait être dans le groupe et qui pensait que les erreurs qu'il avait avec ses call API marchaient pas parce que son code était nul, alors qu'en fait son code était très bien, il était parfait, mais juste toi t'avais foiré le groupe dans lequel tu l'avais mis. Dommage. T'imagines, t'as pas automatisé les tests de tes déploiements et tu crashes genre 8,5 millions de machines. Imagine. Non, je déconne, mais imagine quand même. Imagine, tu fais pas d'AB test alors que tu. Bref. Et après, il dit que au final, l'automatisation c'est ingrat. Parce qu'en fait, tu fais faire à l'ordinateur toutes les tâches qui sont faciles. Et tout ce qui reste à faire à l'utilisateur, c'est les tâches difficiles, c'est les tâches où il faut de la réflexion, où il faut faire un choix qui est impactant. Ce que tu ne veux pas faire à un ordinateur, à une machine qui ne réfléchit pas. La machine, elle fait très bien des choses répétitives et ennuyeuses, alors que l'humain, ce qu'il fait très bien, c'est réussir devant l'adversité. Ce qu'un ordinateur ne fait pas bien du tout. Et donc finalement, bah, c'est ingrat, puisque l'humain, plutôt que de faire 10 clics pendant 10 minutes et après réfléchir 15 secondes devant un gros problème, eh ben, il va avoir que 15 secondes de réflexion devant le gros problème et pas avoir les 10 minutes de récompense à se dire là c'est facile, ça avance. Bon, c'est des remises en question. Ouais. Oui, voilà. Mais est-ce qu'au final, ne pas avoir ces petites victoires rapides en mode là, j'ai fait mes clics-clics, ça va pas impacter la performance du gars parce qu'il fait toujours de la réflexion et qu'il a pas de temps pour reposer un peu son cerveau? Ouais, mais en vrai, il a des quick wins. Ah, super, j'ai encore enlevé un bug de mon automatisation. Yes! Ouais, mais tu vois, t'as pas ta dose de dopamine, t'as pas le moment où tu dis ah bah là j'ai réussi, et t'es tout le temps vraiment ultra focalisé sur des problèmes compliqués à gérer. Ça peut avoir un certain coût au final sur le mental de la personne, et tu rentres chez toi lessivé parce que t'as pas eu de pause en mode tiens là dès que je réussis ce petit truc, je vais me prendre mon café et puis après ce sera bon. Rien t'en empêche, hein. Tu peux très bien regarder ton automatisation tourner et te dire tiens, elle a encore auto-patché une faille, et tu te dis ah, elle est super, voilà, je me suis mérité un petit café. Tu peux. Je pense que ça empêche pas les gens de regarder leur pipeline en train de tourner, alors qu'ils pourraient continuer à passer sur le ticket suivant. Après, je sais pas si t'as la même récompense au niveau du cerveau de te dire ah bah tiens ma pipeline a tourné. Tu déconnes, ça rend fou quand tu passes une demi-heure devant ta pipeline en mode t'as besoin du résultat pour déployer et réparer. quand ça se termine, c'est genre allez, yes, super, clic, allez, ouais. Parce qu'en vrai, quelle satisfaction il y a à ouvrir un flux réseau quand c'est la 4e fois que tu fais clic. Ah, je suis d'accord, mais tu vois, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas automatiser 90% et te garder 10% de tâches un peu simples pour avoir une sorte de coupure de temps en temps? Après, ouais, j'entends. Ça va changer en fonction des personnes. T'as des gens qui vont dire, non, moi je veux être ultra focalisé de A à Z sur mes problèmes, et les petites tâches, je veux que ce soit fait automatiser. Après, si tu automatises la plupart des problèmes, t'as du temps pour faire du route-me, c'est bien aussi. Exactement. Moi, je pense que même si tu arrives à réduire des tâches qui sont hyper longues, des tâches qui prennent 10 minutes en 15 secondes d'interaction avec un humain, bah au final, même si tu es 2 fois plus lent sur tes tâches, bah une tâche qui te prenait 10 minutes te prend quand même 30. Et au final, la réduction, elle est quand même remarquable. Alors effectivement, tu rentres chez toi le moral dans les chaussettes parce que t'as pas eu ton apport en dopamine hyper important, mais bon, si tu voulais de la dopamine et de l'adrénaline, il fallait être pentester. Oui, voilà, exactement. T'as TikTok, il t'a la section même sur le Discord de la Luca. Quel régal tous ceux qui le nourrissent, merci à vous 1000 fois. Il y a vraiment des pépites régulièrement. Ça fait plaisir. Bon, on passe au deuxième article. Assume Breach nous dit « Je ne suis pas un pentester et vous pourriez ne pas vouloir en être un non plus. » Donc c'est un monsieur qui se présente, qui dit « Bonjour, je suis un sysadmin. J'ai rien du tout contre les sysadmins aujourd'hui, ni pour, ni... Enfin voilà,
juste le hasard. Cependant. Et donc il dit, voilà, il parle un petit peu de son expérience. Il dit que lui, il a commencé en tant que sysadmin en ayant eu une grosse partie sécu dans son cursus. Qu'à un moment, il a fait le grand saut, où il s'est lancé dans la sécurité offensive. Il a fait quelques mois de travail en tant que pentester dans un cabinet de conseil, et qu'après ces quelques mois, il est retourné à une position d'administrateur système. Donc, il a quitté. En fait, il a travaillé comme. Donc, après avoir travaillé comme admin système, il a fait pentester dans un cabinet de conseil qui lui demande de faire un pentest avec un rapport en 5 jours, toutes les semaines, pendant quelques mois. C'est quelque chose qui ne ressemble pas à la perception qu'il avait de la sécurité. Parce que c'était plus amusant quand c'était de la formation, quand il fallait passer l'OSCP, quand il fallait finalement faire des challenges. Il parle un petit peu aussi du milieu qui, en tout cas aux US, semble très compétitif, où on te demande d'avoir 15 années d'expérience, même pour des postes complètement junior, qui était son poste de pentester. On te demande de connaître tous les bypass dans tous les niveaux de toutes les disciplines qu'il peut y avoir de la sécurité offensive. Pour un poste où il était censé être pentester web, on lui demande de connaître des bypass Windows Defender, on lui demande de connaître des bypass d'EDR. Enfin, il trouve que la demande, elle est complètement écrasante par rapport à ce que tu es payé finalement. Parce que lui, il a été payé 120K en poste junior sur son premier poste de pentester. Alors, aux États-Unis, c'est pas le même marché qu'ici. Tu te casses une jambe, tu perds 40 000 balles, c'est dommage. Et après ça, en fait, lui, il est retourné comme administrateur système et il a fait plus 40K. Certes, en tant qu'admin 6, il avait déjà 5 années d'expérience à son actif. Donc, ça rééquilibre un petit peu. Tu comprends un peu pourquoi il est quand même mieux payé en tant que sysadmin, mais finalement, en fait, dans ce cabinet de conseil, il bossait 70 heures par semaine. Il était moins bien payé que s'il était admin 6 Azure AD dans une autre boîte avec juste un peu plus d'expérience. En vrai, ça sent le sel. Genre juste, ça sent le sel. En plus, là, ça parle de interview at EY. Bien sûr, si tu prends l'un des compagnies énormes, tu vas te faire un peu broyer. Enfin... Non, non, justement, là, il dit, c'est fini l'époque dorée de j'ai mon ESCP, on me propose instantanément une interview à EY. C'est ça qu'il dit ici. C'est pas du naming. Mais il dit que quand lui, il a commencé dans l'IT, tu avais l'OSCP, c'était interview at EY, bienvenue, bonjour monsieur, rejoignez-nous. Aujourd'hui, c'est fini, le marché il a changé. Je pense que le football il a changé. Je sais pas si vous avez la ref. Non. I wish, je sais pas. T'as dit quelque chose, mais t'arriveras pas à le situer. C'est un gif qui est marrant. Yes, Mbappé. Nolex, toujours présent. Et ensuite, il parle aussi de généralement, si vous êtes pentester, vous serez dans un cabinet de conseil. Si vous êtes dans un cabinet de conseil, vous serez un produit, puisque en fait, on va vous vendre à des entreprises pour être, pour aller leur apporter de la valeur dans leur entreprise. Et une fois que c'est terminé, on va vous changer de boîte en boîte en boîte en boîte en boîte. Et ça pourrait ne pas vous plaire comme ça ne m'a pas plu. C'est ce qu'il dit. Mais il y a une solution à ça, c'est d'aller travailler chez un client final, mais c'est pas forcément le cas chez tous les clients finaux. Ils n'ont pas forcément tous une équipe sécurité avec des pentesters internes, et ce sera pas forcément aussi facile à trouver qu'un travail dans un cabinet de conseil dans lequel vous serez le produit, on vous fera bosser des heures supplémentaires qu'on paiera pas forcément, on vous fera. Voilà.
Ouais, bon, après, en vrai, c'est pas propre à l'infosec, hein. Un cabinet de conseil, tu te fais un peu presser, t'es là pour faire du rendement, de faire tes premières armes, voir de la diversité, machin. Mais... Oui, mais bon, voilà, c'est aussi le cas, dans la cyber, quoi. En tant que pentester, t'es aussi vendu comme un produit et pour ton estime de toi, ça peut être un peu bizarre, quoi. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, Swisky, au début en tant que presta, mais au début, enfin, en tant que presta SS2I, Pentest, tout ça, si t'as commencé par là aussi. Ouais, j'ai commencé par du consulting. Je suis assez d'accord avec lui dans le sens où t'es trimballé de client en client tous les 5 jours et t'as des deadlines qui vont être assez restreintes. Du coup, t'auras pas vraiment le temps de creuser. Et moi, j'avais tendance à me rendre compte que mon niveau, il stagnait plutôt que de monter parce que quand je rentrais chez moi, j'étais explosé et j'allais pas faire de challenge. Parce que t'es parti de chez toi, je sais pas, 6h, 7h, et tu rentres chez toi, il est 19h, t'es explosé, t'as pas envie d'aller sur RootMe, ou alors si tu le fais, tu vas le faire mais pour 1 heure, 2 heures, et t'as pas le temps de creuser en plus que t'as vu dans la journée, dans un pentest web ou des choses comme ça. Ah, c'est rigolo, on n'a pas eu la même expérience du coup. Moi, j'ai vraiment pu, pendant que j'y étais, continuer à creuser. Genre, tu sais, parce que je commençais à creuser en journée, je continuais à faire de la recherche, à essayer de poker les trucs souvent le soir. Donc, on peut se dire, ok, ça fait un peu des heures gratuites pour la boîte ou le client. Admettons, c'est le jeu. Mais à côté de ça, ça veut dire quand même que t'as plus de temps pour creuser et vraiment arriver à sortir de la recherche, des trouvailles un peu sympas. Par contre, moi, il y a vraiment le côté gestion du moral dont vous parliez tout à l'heure. 1 semaine sur 2, tu te sens comme un génie. Ah, super, j'ai RCE le 2e jour, je suis un pirate. Et ensuite, tu non RCE pendant 2 semaines et tu te sens comme une merde, t'arrives à rien trouver. La gestion du moral au début de carrière de pentest, ouais. Le bon petit mood swing là, Pas je me simple. souviens encore. Ouais. Alors qu'effectivement, je suis aussi d'accord avec lui, quand t'es en interne, t'as plus de temps pour creuser les sujets, tu peux plus facilement négocier avec le client et dire ça vraiment ça pue, il nous faudrait 1 semaine de plus pour creuser. Et vu que c'est pas les mêmes billings en interne, le gars il peut te lâcher sa semaine de plus et toi tu vas pouvoir trouver quelque chose de vraiment plus impactant. De toute façon, si t'es là pour protéger, si t'es en interne pour protéger, il n'y a pas de question de t'as le temps ou t'as pas le temps. T'es là pour toujours essayer de harden le maillon le plus faible. Donc si c'est la priorité, peu importe le temps, c'est la priorité. Oui, totalement. Ouais. Bon, avec le taf, le run quotidien, mais... Mais d'un côté, démarrer en société de consulting, ça permet de voir un panel tellement varié d'infrastructures, d'Android, d'applications comme ça. C'est clair. Juste de sites web avec des technos différentes qui parfois sont nées bien avant nous. C'est assez sympa. Vraiment, c'est bien pour se faire les armes, comme tu le disais aussi. Après, ça fait des bonnes box JDR. À l'aide. Bon, après voilà, ça parle de plein de choses dont j'ai parlé un peu rapidement avant. Il finit par parler des contraintes du monde réel. Que la vraie vie elle te met des grandes claques. Donc toi t'avais l'air de dire que c'était 2 semaines sans RCE. Bah lui c'est il a bouffé de l'EDR. Donc t'arrives chez un client, il y a un EDR et à chaque fois que t'essaies d'avoir un truc, ton chali se fait kill et c'est fini. Dommage, pas de chance. Bah voilà, le client ce qu'il dit should get good, oui il y a des EDR violents mais c'est le jeu, enfin c'est le truc. Et des fois si t'as rien, c'est qu'ils ont payé le bon produit et puis voilà. Mais bon, après je dis ça, je suis le premier à rager quand t'as un pentest web et que t'as un WAF ultra agressif qui te banne au bout de requêtes échouées. Genre tu peux le faire, ça va juste être très chiant et coûteux en nombre d'IP publics cramés. Après en plus il parle d'être pentester et pas d'être dans une équipe de Red Team. Donc pour moi, la partie EDR, bypass AV, ça devrait pas être là en fait. Tu le fais travailler dans un bon environnement, tu lui mets une pré-prod où il n'y a pas ça, ou un environnement de staging vraiment juste pour lui, et au moins il n'est pas bloqué pour. Ouais, mais en même temps, attends, les thunes et le niveau de maturité nécessaire pour une boîte entre embaucher 1 ou 2 pentesters qui ont fait des tests en interne versus créer l'intégralité d'une seconde pré-prod juste pour tester.
Après, tu lui whitelist ses payloads au besoin. Enfin, s'il a besoin de déposer un binaire, juste un web shell pour son POC, tu lui dis ok, bah je t'ai whitelisté ton web Tu shell. whitelist webshell.war. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'il dépose des fichiers comme ça? Coup de notre Personne ne fait ça. Juste des pentesters, t'inquiète. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Tout le monde. Ah, j'aime bien parce que ça va bien avec sa phrase de fin. Il dit s'il vous plaît, faites-le pour moi, mettez un petit exe sur les machines du client. Faites-le pour moi parce qu'en fait, à un moment, il parle d'une expérience qu'il a eue avec sa boîte. Il avait un file upload. Sa boîte lui a dit non, tu mets pas des fichiers sur la machine du client parce que c'est dangereux, tu risquerais de l'oublier à la fin. Et donc, bah, il devait avoir sa RCE, mais comme il avait pas le droit de file upload. Ouais, si t'as pas le droit au point exe, c'est pas grave, tu laisses un point classe, quelque chose. C'est fou quand même de lui interdire une feature directe. Ah, ça arrive. J'ai déjà eu des pentests où on m'a dit écoute, tu testes ça, mais t'as le droit que à ce port-là, et t'as le droit de mettre des codes que dans les champs là, là et là. Alors que tout est prêt à je comprends exploser. pas l'intérêt du coup. Dans ce cas-là, faut pas commander un pentest. Le tampon. Le tampon de sécurité et j'en Ouais, passe. je suis d'accord. Un peu la loose, mais bon. Donc la conclusion, allez dropper des exés sur les disques des clients. C'est ce qu'il faut retenir de cet article. Alors là, c'est un petit repo qui axe, qui est sympa. Zoomit. Yes. Ouais. Kiax qui sert à aller chercher si des clés d'API sont utilisables. Par exemple, imaginons, vous faites du bug bounty, vous trouvez des clés d'API qui sont leakées par un des scopes sur lequel vous chassez. Imaginons vous trouvez, moi je sais pas, un GitHub token, et bah à partir de 2-3 commandes de bash, vous pourrez savoir si le token fonctionne ou non. Donc c'est pratique puisqu'il y a plein de choses. Bon, il y a probablement d'autres repos comme ça, mais juste je l'ai trouvé, je sais plus, dans la semaine ou la semaine dernière et j'ai trouvé ça cool. Donc je vous le partage. C'est pour récupérer des... C'est pour tester. Ouais, c'est pour tester, ouais. Faudrait tellement l'inclure de base dans les outils. Enfin, je pense qu'il y en a déjà pas mal des validateurs dans les Trufflehog et compagnie. Ouais. Mais en automatiser plus, ce serait nice. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Après, voilà, je sais plus pourquoi, mais je sais plus pour lequel, mais j'en ai eu besoin récemment pour vérifier si une clé était bonne. C'est cool. Voilà. Bon, YouTube API Key, merci de pas faire des bêtises. Ça veut dire quoi ça? C'est pas, des fois qu'il y a des clés d'API qui traînent quelque part. J'ai fait un peu de pawn ce week-end et on m'a montré cette ressource qui est pas grand chose d'autre que le générateur de string de Metasploit, mais juste là t'as une petite interface web et tu peux faire du clic-clic, donc on s'éloigne un petit peu de l'automatisation, quoique est-ce que finalement c'est pas vraiment un self-service? Tu mets la longueur du buffer sur lequel tu as trouvé un overflow. Par exemple, j'ai trouvé un buffer overflow, j'ai réussi à le trigger avec une string qui faisait à peu près 17 de longueur. On lui dit create string. On va copier cette string. On va la mettre dans notre programme. Et après, dans GDB, ça va nous dire oh mon dieu, EIP, ça te ressort l'index. EIP c'est 0x42 je sais pas combien 41 je sais pas quoi 61 41. Oh là là, ton offset il est à 0 et attention, la machine est en Little Endian. Donc ça c'est pratique. Tu peux modifier les carsets si t'es limité. Ça c'est sympa de pouvoir les modifier, ouais. Mais est-ce que tu sais que GDB, genre PEDA, Jeff, Pawn et Enco le font? Oui, la partie pattern génération et recherche? Oui. Ok. Ouais. Mais ça, c'était avant que je découvre qu'ils le faisaient. Ok. Vraiment, j'ai tapé EIP Finder sur internet.
Et voilà. Et après, j'ai vu qu'on pouvait le faire avec Jeff. Mais donc ça marche bien. Là, celui-là, c'est un petit shout-out à un pote qui a fait son start.me. Donc lui, il fait pas mal de CTI, OSINT, threat hunting, etc. Donc il a fait un gros regroupement de plein de ressources. C'est super intéressant. Il y a des tools dans tous les sens pour accomplir plein de choses. Voilà, j'aime bien me promener dessus pour aller voir. Pour aller voir nice. déjà les modifications parce que je sais qu'il passe beaucoup de temps dessus. Voilà. Allez jeter un œil si ça vous plaît et puis faites-lui des retours si vous en avez. Will do. Et celui-là c'était quoi Ça c'est parce que t'as fait du pawn encore. Ouais, alors celui-là c'est beaucoup plus vieux, je crois que je l'ai découvert il y a un mois ou un truc comme ça. Je faisais du pawn, j'étais sur un tchal et j'avais une idée, mais sauf que j'étais genre dans le bus ou dans le train ou je sais pas quoi et j'avais pas mon ordi. Donc j'étais sur mon téléphone et j'avais envie de compiler 3 bouts d'assembleur. Je sais plus si c'est un pote qui me demandait un shellcode un peu custom ou quoi. Et donc je me suis mis sur mon téléphone comme ça, je tape 2-3 trucs, par exemple... Tu vois, hop, livrette. Je t'invite à zoomer à nouveau. Yes. Mais non, clairement, c'est pratique. Mais quoi, sur ton téléphone, t'as pas Termux pour avoir Python pour faire un Pipix install de Capstone? Quel scandale. Non, moi, j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Et donc voilà, c'était marrant. J'ai écrit un bout de shellcode sur mon téléphone à l'arrache dans le tram ou dans le train ou je sais pas quoi. Et donc, j'ai pu lui envoyer un petit bout de shellcode. Pratique. Voilà, fait online. Est-ce que tu pourrais juste reprendre le dernier lien et le mettre dans le chat, celui que tu avais juste avant CTI? Il y a Start Me. Yes. Dubsre. Tiens. C'était chaud de l'avoir. Sinon, les liens sont bien évidemment tous mis dans les descriptions post-rediffusion. Et j'avoue, je procrastine beaucoup en ce moment, mais il y a quand même dans les plans de faire une espèce de grosse banque de tous les liens par épisode. Et c'est compliqué le temps libre. Voilà, mais ça va venir un jour. Et voilà. C'était quoi? Il y avait un autre site qui faisait un petit truc, disassemble.quelque chose, disassembler.io, si tu veux le tenter. Bah lui, il fait aussi des bouts de disassembly. Et ouais, mais disassembler. Ah putain, j'ai un favori qui est mort, malheureusement. Aïe. Ouais. Ah, les outils meurent. Ils partent comme des petits pains. Ouais. C'est vraiment des outils qui te permettent de faire compiler, décompiler online, plus faire une espèce de step by step. Pourquoi j'ai tout qui 503? Non, ok, j'ai des problèmes. Si je déco dans 5 secondes, ce sera de ma faute. Allez, je te reprends la main. Alors, très bien. Chop, tu peux unshare si tu veux. Oh là, attends, j'ai pas encore fait la... Hop, Wallwood. Merci bien. Alors, on enchaîne avec un article de Paul Sec, personne très chouette qui est à la racine, à l'origine de CFP Time. On en avait déjà parlé un petit peu brièvement, mais c'est un petit Django qui permet de gérer tous les différents CFP des différentes conférences si vous voulez faire des choses un petit peu dans différents pays et proposer vos papiers de recherche, assez cool. Et donc, il explique que super, il a son outil qui marche bien, 1200 commits au total, 12 000 visiteurs uniques par mois approx, que ça tourne sur la cheapest digital OSINT Droplet depuis des années, et tant mieux. Donc là, on parle de 3-4 $ par mois, donc vraiment que dalle. Et globalement, c'est juste un article qui est là pour faire l'apologie de faites des projets perso, tentez des trucs, que ce soit propre, pas propre, on s'en fout, mais créez des trucs, documentez, essayez d'en profiter pour ouvrir vos horizons, pour avoir idéalement des feedbacks d'autres personnes sur votre travail et pouvoir faire ça dans l'autre sens. Parce que ça lui a permis de toujours être un petit peu à jour sur les nouvelles technos, d'essayer de choper certains domaines d'expertise, donc on peut pas l'être dans tout, mais en tout cas sur certains topics être vraiment solides.
avoir différentes approches, différentes solutions pour un même problème, donc pouvoir prendre du recul et se rapprocher un peu d'un côté tech lead en disant que ce serait mieux d'avoir ça, non pas parce que ça marche, mais parce que c'est la meilleure manière ou l'une des meilleures manières pour le faire, etc. Et donc le fait que ce soit garder de la créativité, de la motivation, optimiste parce que ça permet de moyenner et pas avoir que le pro, par exemple, et donc avoir des choses qui avancent un petit peu même quand le pro peut ramer. C'est dur des fois de rester motivé. Etc. Et side projects are not just a hobby, they are, in my opinion, a critical component of professional development for anyone in tech industry. Et je suis très d'accord avec ça. Faites des choses, testez les choses et régalez-vous. Trevor Proxy est un outil qui est absolument pas récent, mais en fait, ça m'a redemandé il y a quelques temps comment est-ce que j'avais fait du CDK Terraform pour déployer plein de serveurs ou de lambda pour pouvoir faire des proxys à la volée. J'ai mes petits outils rigolos, mais vous embêtez pas, il y a tout ce qu'il faut qui est là, fonctionnel. Il vous suffit de déployer une certaine paquet de machines pour faire des tunnels SSH et ça va faire de la magie à base de proxy socks et d'IP tables pour faire du round robin et scanner avec plein d'IP publics. Ou alors vous pouvez acheter des proxys résidentiels publics, ça coûte pas excessivement cher, mais ça marche. Ou alors il a aussi un mode qui va s'auto-assigner tout un subnet IPv6 et il en parle un peu. Voilà. Donc on peut s'assigner on peut demander d'avoir un /64 assigné en IPv6 par un cloud provider, ce qui fait qu'on aurait à peu près beaucoup d'IP v6. Mais donc si le site que vous voulez scanner répond à ça, eh ben vous pouvez ainsi un paquet de requêtes avant de commencer à vous faire ban. Pour peu que vous soyez en aléatoire sur le /64, ça peut très bien se passer. Donc voilà, c'est pas du nouveau, mais c'est bien de le refaire sortir de temps en temps, montrer que ça existe toujours et que ça fonctionne pas trop mal. Est-ce qu'il a donné une estimation du coup pour avoir ces adresses IPv6, enfin ce range d'adresses IPv6? Parce que j'imagine qu'il va falloir le payer et que tu dois pas le payer du coup à l'adresse, parce que sinon ça va coûter très cher. Eh ben honnêtement, je pense que ça coûte que dalle. L'IPv4, on a un gros problème de pénurie. En IPv6, l'espace est tellement énorme que ça me semble pas déconnant. Et puis même si t'as un 64, même si t'as un que un, je sais pas, même si t'as moins, enfin c'est déjà tellement immense que... Ouais, clairement. Ouais, tu t'arranges. Donc marche pas mal. On enchaîne avec un petit coup de PTSD des streams qu'on avait fait il y a peut-être un an de ça avec Sigabort et VoiceSack sur Ghostscript. Il y a régulièrement des petits exploits qui sortent et des fois il y a des exploits un peu logiques et des fois il y a des exploits plus binaires. Et c'est de plus en plus rare qu'on voit des bugs format string passer parce que il y a plein d'options de compilateurs maintenant qui se mettent à nettoyer ça un peu à la volée. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans Ghostscript, tu avais un système pour utiliser... on s'en fout, donc il réexplique ce qu'on avait tenté d'expliquer, le système que ce soit un langage Turing complète à base de stack, que ce soit un enfer à écrire, etc. Et eux, ils expliquent qu'il y a des parties de PDF Writer qui gèrent donc de l'export vers PDF, mais aussi des devices, notamment pour imprimantes. Pour le plus bas, voilà. Ils commencent à utiliser des devices Uniprint pour... on va l'avoir quelque part... Ouais, donc juste un système pour faire de l'impression. Et il y a tout un tas de directives qui sont extrêmement obscures et utilisées par pas beaucoup de monde. Si on regarde carefully, les deux derniers paramètres, on va voir que dans up-y command quelque chose et up-write commands, il y a des pourcents des quelque chose, ou en tout cas des string formateurs. Et en effet, si on regarde, il y a tout ce qu'il faut dans la logique de PostScript pour aller faire des bons buffer overflow, ou en tout cas des bons string formats en C. Et du coup, ils se mettent à utiliser le côté stack du langage pour faire... on va créer un document qu'on va vouloir printer avec tel driver, donc pas au sens kernel mais au sens imprimante, qui va contenir tel et tel contenu, puis telle commande qui, elle, %x, on connaît les fameux. Et derrière, on va lancer l'impression de notre document. Et hello job, hello page, bim bam bim bam boum, c'est la stack qui apparaît. Classique jusque-là. Mais ils reviennent sur des techniques connues mais sympas à exploiter. À savoir le fait que si on est des... Je vais l'avoir. %s. Bon, ils l'abordent plus tard. Le fait que pour avoir le read-write, on puisse passer par des LX avec %n pour dire en fait
on va pas afficher, mais on va écrire à cet endroit-là la taille qu'on a déjà écrit en nombre de chars. Donc, une payload de base de %P, 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 plein de caractères et un %N égale, on écrit à cet endroit-là la taille qui avait été écrite, à l'endroit où c'est pointé. Tout ça pour dire que, oui, petit contrôle arbitrary, partial arbitrary read, certes, mais arbitrary write, partial également. Du coup, un peu comme l'exploit de Charles Foll sur la partie data only, là ils vont pas faire tout un rope chain en pawn de l'enfer, ils vont juste utiliser le arbitrary read and write pour aller modifier la sandbox et les paramètres qui disent qu'on n'a pas le droit d'exécuter des choses via le pawn. Donc en fait, on va reprendre ce qu'ils ont. Il y a un schéma qui va bien, si je le retrouve là. Globalement, ils utilisent leur arbitrary read à plusieurs reprises et le fait que le langage soit Turing complète pour un premier read qui va choper une structure à un offset, puis une deuxième, puis un offset. Bref, il déréférence ça 3-4 fois, un plaisir, pour avoir le pass control actif qui dit si oui ou non on a le droit d'exécuter des commandes. Ils utilisent le write, ils le reset à set to 0, donc voilà, ils vont le set à 1. Et ensuite, zim zam zoom, ils pourront faire la commande qui fait l'exécution. À savoir... Est-ce qu'ils le mettent en entier quelque part? Pas du tout. Là. Ils font leur système de... On va faire le pawn. Ouais, bon, après c'est tout ça, l'exploit. Mais en gros, il y a la construction des différentes primitives de read and write pour faire les différentes déréférencements, pour taper le write au bon endroit, dans l'offset spécifique d'une structure, d'un offset d'une structure de machin. Mais une fois que c'est bien fait, bah, ils écrivent le petit 1 dedans, et derrière, bah, ils font %pipe, qui veut littéralement dire genre le pipe de bash, quoi, enfin, l'équivalent. Et ensuite, on exécute quelque chose. Et wolo. Ça fait plaisir. Donc c'est assez rare de voir des formats de string utilisés to the full, donc c'est cool. Et il y en a une petite deuxième, qui n'est pas à base de format de string, mais qui est mi-corruption binaire, mi-bug logique. Qui est principalement logique en fait. Donc il y a un système d'OCR dans GhostScript, faut le savoir, moi je ne savais pas du tout de base. Et il se trouve que ce système d'OCR utilise des modèles. Normal, parce qu'il faut avoir de la donnée pré-entraînée pour pouvoir l'utiliser. Sauf qu'en GhostScript, on peut indiquer quel modèle on veut utiliser. On va descendre un peu plus bas. Voilà. Commencer par dire, on va dump à tel endroit l'OCR appelé machin qui a été utilisé sur un device. Don't bother la syntaxe, faut vraiment avoir la tête dedans pour le comprendre, mais on comprend qu'on peut faire du image to text via ça. Sauf que on est censé leur donner un .trained data. Là, il avait mis foobar, OCR language de foobar. Donc il cherche foobar.trainData pour avoir les données utilisées par l'OCR. Et mon dieu, le fichier n'existe pas. Donc ils en forgent un, ils regardent ce qu'il y a dedans, ils essayent de comprendre comment est-ce qu'on pourrait en crafter un. Et en fait, il se trouve que il y a moyen d'aller faire écrire via le PostScript une payload là où on veut, à supposer qu'il n'y ait pas de sandbox ou qu'il y ait un répertoire autorisé. Une fois qu'on a écrit ce qu'on voulait là-dedans, donc le paquet qu'on a forgé de langage, le paquet peut lui être utilisé, donc celui qu'on a write happen de train data qui va être utilisé. Et celui-là, il va à nouveau déchiffrer, décompresser tout un tas de données binaires, mais il va aussi faire un peu d'équivalent de désérialisation. Et donc, il y a moyen de set tout un tas de choses pour aller tweak le user patterns file qui dit si on a le droit de faire les pipes ou pas les pipes. Donc, on se retrouve avec des fichiers... où il est... Des fichiers de configuration qui seront une fois préparés, mis dans la partie test data utilisée par l'OCR, qui une fois parsés vont faire tout un tas de bêtises. À savoir, de Huckfile, ça va essayer d'ouvrir le fichier de... En vrai, c'est full pass traversal. C'est juste full pass traversal. Un peu comme celui qu'on a vu sur Oyama au début. Donc on se retrouve à avoir dans le fichier de debug, mais dont on a donné le pass arbitraire, le contenu d'un fichier qu'on a tenté de lire, mais qui n'avait pas le bon format, donc il a été reflect. Donc c'est du bon file read, mais c'est aussi du file write partiellement contrôlé. Donc pareil, la technique du LD preload devrait pouvoir passer, si tant est que ça tourne à route, pour pouvoir l'écrire.
Donc assez intéressant, et pour le coup, ils sont allés, ces deux articles sont allés vachement plus loin dans l'abus de GhostScript qu'on avait pu le faire à l'époque. On avait un truc sympa, mais qui marchait en 2 shots. Clairement, il y a moyen de faire des belles saletés pour rester correct dans le langage. Celui-là, on va pas s'éterniser dessus. C'est juste sympa de voir qu'il y a, grâce au Point One et aux événements legit, des full POC de RC ou de corruption de browser qui continuent à sortir. Faut jouer, faudrait touler, j'ai pas encore pris le temps. S'il y a des motivés qui sont prêts à nous faire un petit toolkit avec une version récente, ce serait très chouette, sinon je le ferai à l'occasion. Maybe. Ça, c'est des bêtises à vous montrer. Ça, c'est des vraies bêtises. Est-ce que vous avez vu la partie Luma Labs qui fait de l'IA de photo tout vidéo à la volée? Oui, par toi. Ok. Pas du tout, non. Il y a moyen de faire n'importe quoi, c'est prodigieux. C'est prodigieux parce que tu peux prendre des mèmes, les balancer et ça fait de la magie alors que ça n'a rien à voir. D'autres mèmes qui sont devenus complètement curses avec 4 yeux, le truc qui glitch, il n'y a rien qui va. Des chats qui sont plus badants que autre chose, finalement, ou badés. Mais cependant, il y a pire. Sur de l'humain, je vous propose cette pépite cringe. Le zoom est si bizarre. Genre dingue. Bref, moi ça m'a malaisé. C'est que malaisant. Bref, ça m'a pas fait rire. Mais wait, there is more. Genre juste, c'est incroyable à quel point ils sont... Je vais pas dire ils se sont chauffés parce que genre juste c'est l'IA qui a été entraînée et qui fait sa life, mais les résultats sont particulièrement drôles. Genre... T'as Yassify. De ouf. Mais en plus, je sais pas, ça part en moitié Neo Matrix, c'est très rigolo, il y a moyen de mettre des images de début et de fin pour faire des transitions, bref, c'est assez rigolo de voir ce que ça permet de faire avec des petits prompts. Donc voilà, faites des créations, kiffez, pendant qu'il y a encore du gratuit journalier, ou peut-être par heure, je sais plus. C'est pas sûr que ça reste gratuit longtemps, ça en reste de l'appel d'offres, tout ça. Donc régalez-vous, il y a vraiment, je le mets, il y a vraiment des dingueries à faire. Très chouette. Du classique gentil rigolo qui est sorti il y a peut-être un mois de ça. Ouais, un mois, c'est ça. Du Baptiste Hamel, coucou si tu nous regardes. Déjà, ne clash pas sur Twitter si tu nous regardes, on t'aime un peu. Et c'est juste un plaisir d'avoir sorti un petit toolkit pour pouvoir sortir des animations de croix de pharmacie. J'avais envie de me chauffer en faire une. En vrai, faut faire un choix, trop de side projects. Mais je suis sûr qu'il y aurait des trucs très rigolos à faire. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un toolkit ou une manière d'aller s'interfacer facilement, voire de proposer vos créations aux pharmacies de votre quartier? Là, ce serait next level. Là. Ce serait assez chouette. Moyen de faire des trucs vachement stylés et aussi des trucs hyper cursed, je pense. Ouais, complètement. Mais c'est fait pour. Ah, il est occupé, il y a un typhon à Taïwan. Ah, bah j'espère que ça se passera bien pour lui quand même. Article de Trail of Bits qui m'a pas mal matrixé. Globalement, ils expliquent comment est-ce qu'ils ont... Ils voulaient faire du Ruby, ils étaient embêtés qu'il n'y ait pas ce qu'il faut dans l'écosystème, ou en tout cas que ce soit galère à mettre en place. Donc ils ont mis en place de la partie... comment dire, Coverage Guided Fuzzing, Coverage Based. Et du coup, ils ont fait ça au début avec Ruby et le fait d'utiliser les compilos sous-jacents qu'on connaît bien, à savoir du Clang, à savoir essayer de mettre du Asana, mettre un peu tout ce qu'on veut dans les modules low-level qui sont utilisés par Ruby. Donc ça permet en effet d'exporter les modules externes qui sont appelés un peu comme des FFI en Lua, en C, en autres. En revanche, ils étaient embêtés. Bon, déjà ça a été une galère de tout gérer pour aller préloader les bonnes libs, tout ça, mais ils ont trouvé quelques bugs déjà sympathiques. Mais ils se sont aussi débrouillés pour faire en sorte d'amener la détection de coverage dans le code Ruby. Dans le sens où ils n'ont pas recompilé tout Ruby. Ruby a déjà des systèmes qui permettent de suivre quelles fonctions sont reach par reach, mais en essayant d'extraire le coverage pour indiquer au fuzzer, au mutateur, comment atteindre plus de passes, ils ont eu toutes les galères du monde, du genre, le langage est censé raise des signaux en interne pour dire que ça a bien été atteint, mais ça le fait plus, donc ils ont des pull requests ouvertes sur Ruby pour ça, et ils ont quand même trouvé des petits hooks, des petites
des petites zoulouteries, histoire de quand même pouvoir accéder à ce genre de choses, donc accéder au coverage du programme, sans l'avoir recompilé avec tout ce qu'il faut. Donc vraiment utiliser les outils d'introspection interne à Ruby pour le plugger quand même sur du fuzzing low level. Bref, c'est des malades, classiques. Et donc maintenant, on peut gérer des modèles externes, gérer du Ruby pur et tout faire fuzzer relativement facilement. On voit que vraiment, ils installent Rosy et ils disent ça c'est ma fonction, bah Rosy tu la fuzzes. Ciao, au revoir, on va laisser peser. Forcément, comme tous les systèmes de fuzzing, il y a vraiment des petites choses à prendre en compte. Mais ils expliquent bien tout ce qu'ils ont essayé de faire, le fait que voilà, toute l'instrumentation nécessaire. Et c'est bien qu'il y ait des espèces de gros guides how-to, parce que sans l'avoir fait sur un autre langage, c'est monstrueux le niveau de complexité qu'il faut pour en arriver là et commencer à... comment dire ? C'est pas trivial, quoi. C'est pas trivial. Mais suite à ce premier article, ils ont commencé en disant ouais, on vous parle de Rosy parce que Rosy a été inspiré par Google Aterris pour Python, et plus loin, ils parlent même de Jazzer pour Java. Je connaissais pas ni Aterris ni Jazzer, alors que j'adore faire des bêtises. Donc, même si je les ai un peu moins creusés, MDR, dernier contributeur JVoisin. Il est partout. Il est partout. Toujours est-il, très sympa, pouvoir faire du Python, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Pareil, aussi bien le code lui-même que des modules externes. Le tout à base de petite étape intermédiaire de l'LVM, plus changer les compilos sous-jacents. Tellement de choses à faire et si peu de temps dans une journée. Mais ça pourrait être vraiment sympa pour d'aller prendre des frameworks web dans Python et de commencer à les faire un peu. On pense à, je sais pas, du Flask, du Fast API, du Django, du TiAnswer, du MLflow, et j'en passe. Il y a des outils, il y a des targets. Faisons des choses. Et la même pour Jazzer, et le coup, ce coup-ci c'est un jar, paquet ou jar. Quelque chose qui est siloed. Voilà, juste, j'ai pas creusé celui-là. Mais c'est sympa de voir qu'il y a plein de choses partout et que finalement, il y a un peu que PHP qui a été délaissé. Parce qu'il y en a, mais il y en a plein qui sont plus maintenus depuis un certain temps. Donc, si vous connaissez les bons faiseurs de code PHP, let me know. I need.